En termes de marketing, Internet a un gros avantage et aussi un gros inconvénient. L'avantage, bien sûr, c'est qu'il n'a jamais été aussi facile de toucher votre marché cible depuis n'importe où dans le monde. Le désavantage, c'est que la quantité d'informations, de sites, de vidéos, de produits qui vont être concurrents pour l'attention de ce même prospect n'a jamais été aussi importante. Ce que ça veut dire, c'est que la difficulté sur Internet, c'est pas simplement de vendre, c'est de pouvoir capter et garder l'attention de votre marché cible. Et dans la grande compétition de l'attention, il y a une technique incontournable qui marchait il y a 2000 ans et qui marche toujours aussi bien aujourd'hui. Et cette technique, vous la connaissez, c'est le storytelling. Dans cette vidéo, je vais décomposer pour vous le storytelling du king de l'entrepreneuriat digital lui-même, Tim Ferriss. Et je vous expliquerai comment une histoire simple qu'il a racontée un peu partout a fait de son premier livre, La semaine de 4 heures, un best-seller international. Si on part du principe que l'objectif du marketing, c'est de déclencher une action, la semaine de 4 heures a été un succès phénoménal. Non seulement Ferriss a vendu 1 300 000 exemplaires de son bouquin, mais il a aussi inspiré une génération entière d'entrepreneurs qui ont suivi son exemple pour monter ses business en ligne. Mais d'où vient ce succès? Il faut se souvenir que quand le bouquin est sorti en 2007, Tim Ferriss est un virtuel inconnu et il vous fait cette promesse hallucinante qu'il va pouvoir multiplier votre productivité par 10. Il y a bien sûr beaucoup d'ingrédients qui vont venir dans le succès d'un bouquin comme La semaine de 4 heures. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un élément qui est probablement la clé de voûte de ce système entier, et c'est le storytelling. C'est l'histoire de comment Tim Ferriss a découvert les concepts qui vont devenir plus tard la semaine de 4 heures. Parce qu'une fois qu'il avait défini cette histoire, Tim Ferriss l'a réutilisée un peu partout, que ce soit dans ses interviews, dans ses articles, dans la presse, et même bien sûr au début du livre. Et dans cette vidéo, je vais utiliser la version de l'histoire qui est racontée dans le livre lui-même. La version qui est racontée dans le bouquin a deux objectifs principaux. Le premier, bien sûr, c'est de vous convaincre de lire la suite du bouquin, ce qui est quand même important parce qu'on sait que la plupart des gens qui achètent un livre ne le lisent pas. Le deuxième objectif, c'est que si vous allez sur Amazon et que vous utilisez la fonction feuilleter, vous pouvez gratuitement voir le début du livre qui contient justement cette histoire. Donc cette histoire fait d'un certain point de vue office de page de vente pour le bouquin. Le but, c'est aussi de vous convaincre d'acheter le bouquin. Alors qu'est-ce qui fait que cette histoire de Tim Ferriss a été aussi efficace? Je vais décomposer avec vous l'histoire qui est racontée dans le bouquin ligne par ligne, et la première chose qu'on remarque quand on commence à décomposer cette histoire, c'est que l'histoire de Tim Ferriss suit une structure en 3 actes classiques comme n'importe quel film hollywoodien. Vous avez acte 1, une situation initiale, acte 2, ce que je vais appeler la lutte vers le haut, les péripéties, le héros lutte pour arriver à son objectif, et acte 3, la confrontation finale dramatique où on va jouer le tout pour le tout. Je vous expliquerai comment chacun de ces actes fonctionne au fur et à mesure. Pour le moment, je vous propose de commencer par le commencement, et Tim Ferriss commence par l'histoire de sa propre naissance. On est donc au début de l'acte 1, on présente la situation initiale, le personnage et les enjeux. 1977. Je vois le jour 6 semaines avant terme. On me donne 10% de chance de vivre. Je choisis de survivre et je deviens tellement gras que je ne peux même pas me mettre sur le ventre. Un déséquilibre musculaire des yeux me vaut un strabisme divergent et ma mère me surnomme tendrement Poisson Lune. Jusque-là, tout va bien. On est donc dans l'acte 1 de l'histoire de Tim Ferriss, du film hollywoodien de la vie de Tim Ferriss. Et l'acte 1, comme dans tout film, sert à mettre en place les personnages. Dans cette toute première scène, on découvre que Tim Ferriss est né avec certains désavantages, en particulier des désavantages physiques, ce qui va être assez intéressant par la suite quand il va devenir champion de kickboxing, etc. Deuxième scène, 1983. Je manque d'échouer au jardin d'enfants parce que je refuse d'apprendre l'alphabet. Mon institutrice refuse de m'expliquer ce que j'aurai à y gagner. C'est moi l'instit, tu fais ce que je te dis. Je lui rétorque que c'est débile et lui demande qu'elle me fiche la paix. Elle ne voit pas que je suis en train de dessiner des requins. Elle préfère m'envoyer au coin et me fait manger une savonnette. Début du mépris pour l'autorité. Deuxième scène de cette histoire introduit le méchant. Comme dans tout film hollywoodien, le héros fait face à un ennemi maléfique et redoutable. C'est ce qui nous permet de nous identifier à son parcours et de nous impliquer dans l'histoire. Dans la plupart des films, l'antagonisme est littéralement un méchant en chair et en os comme Dark Vador. Mais dans une histoire, vous pouvez aussi avoir un méchant qui n'est pas une personne, mais une idée, un concept. Par exemple, ça peut être un démon interne, comme la peur. Et ici, pour Tim Ferriss, le méchant, c'est l'autorité extérieure. 1991, mon premier boulot. Ah, les souvenirs. Je suis engagé au salaire minimum comme garçon de ménage chez un marchand de glace. Et je ne tarde pas à me rendre compte
que les méthodes du grand chef manquent cruellement d'efficacité. Je fais donc à mon idée, termine en 1 heure au lieu de 8 et passe le reste du temps à lire des magazines de kung-fu et à m'entraîner au karaté dehors. Je suis viré en un temps record de 3 jours, au son de « Peut-être qu'un jour tu comprendras la valeur du travail et de l'effort ». Apparemment pas. Dans la scène suivante, le jeune Tim Ferriss a une nouvelle escarmouche avec son adversaire, l'autorité. Malgré son ingéniosité, il va à nouveau subir une petite défaite. Mais bien sûr, le lecteur, le spectateur sait que leurs chemins vont se recroiser à nouveau plus tard dans le film, jusqu'à la grande confrontation finale. 1993. Je me porte volontaire pour un programme d'échange d'1 an au Japon où les gens se tuent au travail. Un phénomène connu sous le nom de karoshi, et dont on dit qu'ils veulent être shintoïstes quand ils naissent, chrétiens quand ils se marient et bouddhistes quand ils meurent. J'en déduis que la plupart des êtres humains ne savent pas où ils en sont. Un soir, au lieu de demander à ma mère d'accueil de me réveiller, au kusu, je lui dis de me violer sauvagement, au kasu. Elle est toute désorientée. Ici, on introduit 2 thèmes importants de cette histoire. Le premier thème, c'est celui de se tuer au travail, c'est l'idée que la plupart des êtres humains sacrifient leur bonheur pour leur carrière. Le deuxième thème important qui est introduit, c'est le voyage qui va faire sa réapparition à chaque point clé de cette histoire. Vu qu'on a expliqué le rôle de l'autorité dans cette histoire comme étant le méchant, on peut voir le rôle du voyage comme étant un espèce d'acolyte qui va aider le héros parmi ses aventures. En restant dans la métaphore Star Wars, si l'autorité c'est Dark Vador, le voyage, l'aventure, c'est Han Solo. Han Solo. I'm captain of the Millennium Falcon. 1996. Je réussis à me faufiler à Princeton sans me faire remarquer, malgré des notes inférieures de 40% à la moyenne à l'examen d'entrée et les recommandations de mon conseil d'orientation qui m'enjoint d'être réaliste. J'en conclus que la réalité, c'est pas mon truc. Je me lance dans les neurosciences avant de m'orienter vers les études orientales pour ne pas avoir à mettre de prise d'imprimante sur la tête de chat. Ici, on a une nouvelle confrontation du jeune Tim Ferriss avec le méchant, le système, l'autorité. Et cette fois-ci, il s'en tire plutôt bien puisqu'il réussit à intégrer une université d'élite au nez et à la barbe du système. Mais bien sûr, ça ne va pas durer. 1997. À moi les millions. Je crée un livre audio intitulé « Comment j'ai eu raison des grandes écoles ». J'investis l'intégralité des émoluments de mes 3 jobs d'été pour fabriquer 500 cassettes et je me donne un mal fou pour en vendre très exactement 0. Je n'autoriserai ma mère à s'en débarrasser qu'en 2006, tout juste 9 ans de déni plus tard. Voilà ce qu'on récolte quand on souffre d'un excès de confiance en soi injustifié. Ici, Ferriss va lancer sa première attaque directe contre le système. Il va essayer d'apprendre à d'autres gens comment faire pour entrer dans ces universités d'élite sans avoir les notes requises, un peu comme lui l'a fait. Et c'est un échec. Il est crucial que le héros ne puisse pas réussir trop vite et qu'il paye son arrogance et son inexpérience. Il a encore beaucoup à apprendre avant de pouvoir s'attaquer sérieusement et triompher face aux méchants. 1998. Après avoir vu un ami se faire démolir par 4 lanceurs de poids, je rends mon tablier de videur, le boulot le plus rémunérateur du campus, et je crée un séminaire de lecture rapide. Je couvre les murs du campus d'affichettes vert fluo minables qui disent « Multipliez votre vitesse de lecture par 3 en 3 heures ». Notez le thème qui se retrouve après dans ces futurs bouquins. Affichettes que les étudiants pur jus de Princeton gribouillent de « bidons rageurs ». Je vends 32 places à $50 pour le séminaire de 3 heures. À $533 de l'heure, la preuve est faite que trouver un marché avant de concevoir un produit est plus judicieux que l'inverse. 2 mois plus tard, la lecture rapide m'ennuie à mourir et je ferme boutique. Je hais les services. Ce qu'il me faut, c'est un produit à expédier. Notre héros n'abandonne pas. Il se réveille, il repart à l'attaque, il réessaye une nouvelle approche. Cette fois-ci, il gagne une première victoire, il gagne des connaissances, il gagne une leçon, mais bien sûr, la victoire est loin d'être décisive. Automne 98. Une controverse de tous les diables concernant ma thèse et la peur panique de devenir banquier d'affaires me conduisent au suicide universitaire et à informer le bureau des inscriptions que je quitte l'université jusqu'à nouvel ordre. Mon père est convaincu que je n'y remettrai jamais les pieds et moi, que ma vie est foutue. Ma mère pense que ce n'est pas très grave et qu'il n'y a aucune raison d'en faire tout d'un plat. Cette section-là marque la transition vers l'acte 2. Et cette transition, c'est ce que je vais appeler l'appel à l'aventure. Suite à un événement dramatique, qui est ici décrit par Tim Ferriss comme un suicide universitaire, le jeune héros est forcé d'abandonner sa zone de confort et de partir à l'aventure. Printemps 1999. En 3 mois, je deviens successivement rédacteur de CV chez Berlitz et analyste dans une société de recherche sur l'asile politique qui compte 3 personnes, avant de claquer la porte. Je décide alors, en toute logique, de mettre le cap sur Taïwan pour créer, à partir de rien, une chaîne de salles de gymnastique. Mais je ne fais pas le poids face aux triades, la mafia chinoise. Je rentre défait aux États-Unis et je décide d'apprendre le kickboxing pour remporter 4 semaines plus tard le championnat national avec le style le plus laid et le moins orthodoxe qu'on ait jamais vu. Ici, on a une accélération de péripéties.
On voit le héros échouer, réussir et gagner en compétences, en expérience et en confiance en soi. En termes de film hollywoodien, c'est presque un montage. C'est la scène où Rocky s'entraîne pour se préparer à son match sur la musique Eye of the Tiger. Il souffre, il est déterminé, mais il est trop tard maintenant pour faire demi-tour, il est prêt à aller jusqu'au bout de son aventure. Automne 2000. Ma confiance en moi retrouvée et ma thèse totalement en friche, je reprends le chemin de Princeton. Ma vie ne s'arrête pas et il semblerait même que mon année sabbatique ait joué en ma faveur. Les 20-25 ans sont désormais dotés de pouvoirs époustouflants. Un ami vend son entreprise pour 450 millions de dollars et je décide, mon diplôme en poche, de prendre la route de l'Ouest, cap sur le soleil de la Californie pour gagner mes milliards. En dépit du marché du travail le plus chaud de l'histoire du monde, je me débrouille pour rester sans boulot pendant 3 mois, jusqu'à ce que je joue mon va-tout et envoie 32 courriels successifs au PDG d'une start-up. Il finit par céder et m'embauche au service commercial. Ici, on approche de la fin de l'acte 2. Le héros, fort de ses nouvelles compétences, est au plus haut. Il a atteint son meilleur succès, il a vraiment réussi à trouver une certaine place dans l'univers. Mais évidemment, cette place est encore instable. C'est le moment où le méchant va faire sa réapparition. Printemps 2001. De petite société inconnue de 15 personnes, Trusan Networks est devenue la première société privée de stockage de données. Comment diable définit-on un tel classement? Avec 150 collaborateurs, mais qu'est-ce qu'ils font tous? Un nouveau directeur commercial m'enjoint de commencer par la lettre A dans l'annuaire afin de faire rentrer la monnaie. Je lui demande avec le plus de tact possible pourquoi on est obligé d'employer des méthodes débiles. Il me répond « parce que je le dis ». Mauvais début. Le méchant, l'autorité extérieure, repointe son nez dans l'existence de Tim Ferriss. Notez en particulier la récurrence de la phrase « parce que je te le dis » qui vous montre bien que l'institutrice au jardin d'enfants et le directeur commercial dans la start-up dans laquelle Tim Ferriss bosse représentent le même personnage, représentent la même force maléfique qui essaye de mettre le grappin sur notre pauvre héros. C'est à ce moment-là que le héros s'aperçoit que les forces du mal sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus étendues qu'il ne l'avait imaginé jusqu'ici. Et c'est à ce moment-là qu'on va découvrir ce que je vais appeler la crise finale. Et la crise finale, c'est la transition vers l'acte 3. C'est la transition vers la confrontation ultime entre les forces du bien et les forces du mal. Automne 2001. Un an de journée de travail de 12 heures plus tard, je découvre que je suis la deuxième personne la plus mal payée de la société, après la réceptionniste. Je riposte en surfant agressivement sur le web à plein temps. Une après-midi, à court de clips vidéo obscènes à envoyer, j'explore les arcanes de la création d'une société de compléments alimentaires pour les sportifs. Il se révèle qu'on peut tout externaliser, de la fabrication à la pub. 15 jours et un découvert de 5 000 € plus tard, mon premier lot est en production et mon site web est opérationnel. Ça tombe bien, je me fais virer exactement une semaine plus tard. À ce stade-là, les choses commencent à s'écrouler pour notre protagoniste, qui était au plus haut et qui va rapidement tomber au plus bas. Surmené, mal payé, il se fait virer et se lance presque au hasard dans une nouvelle entreprise. 2002-2003, Brain Quicken LLC a décollé et je gagne désormais plus de 40 000 € par mois au lieu de 40 000 € par an. Le seul problème, c'est que je déteste la vie que je mène et que je travaille plus de 12 heures par jour, 7 jours sur 7. L'impasse. Je prends une semaine de vacances à Florence, en Italie, avec ma famille et je passe mes journées à me prendre la tête dans un cybercafé. Je commence à enseigner aux étudiants de Princeton comment créer des entreprises qui réussissent, comprendre, profitables. Par miracle, la société de Tim Ferriss décolle, mais à ce stade, le héros est en lutte pour sa vie et pour sa survie. Il travaille 12 heures par jour, 7 jours sur 7 et il doit trouver une solution pour se tirer de cette situation le plus rapidement où il va exploser. L'impossible se produit et je suis contacté par une société de production d'émissions de téléachat et par un conglomérat israélien. Tous deux désireux d'acheter mon bébé Brain Quicken. Je simplifie, élimine et fais tout ce qu'il faut pour que la boutique puisse tourner sans moi. Par miracle, PQ ne s'écroule pas, mais les deux négociations capotent. Retour à la case départ. Quelques temps plus tard, les deux entreprises essayent de copier mes produits et perdent des millions de dollars. Encore une fois, vous voyez que dans l'obscurité du héros, il a une petite lueur d'espoir, mais qui va être déçu. À ce stade, notre héros cherche désespérément une solution. Comment s'en sortir? Comment trouver sa liberté une fois pour toutes? Juin 2004. C'est décidé. Il faut que je m'évade, si je ne veux pas connaître le même sort qu'Howard Hughes. Et tant pis si la société explose. Je bouleverse tout, et puis, sac à dos à la main, direction l'aéroport, où j'achète le premier aller simple pour l'Europe que je peux trouver. J'atterris à Londres, et envisage de continuer vers l'Espagne pour 4 semaines de rechargement de batterie avant de reprendre le chemin des mines de sel. J'entame ma décompression par une dépression nerveuse le premier matin. Ici, on est
dans la scène finale. Le héros est par terre, couvert de sang, il est à 2 doigts d'abandonner. Mais c'est en se retrouvant comme ça, au pied du mur, qu'il va avoir une idée de génie inspirée par le désespoir. Juillet 2004-2005. Les 4 semaines se transforment en 8 semaines et je décide de rester à l'étranger indéfiniment pour un examen de fin d'études en automatisation et en mode de vie expérimental, limitant les courriels à 1 heure tous les lundis matins. Je ne me suis pas plutôt extrait du circuit que les bénéfices augmentent de 40%. Que diable fait-on quand on n'a plus le travail comme excuse pour être hyperactif et éviter les questions importantes? On meurt de trouille et on serre les fesses, apparemment. C'est la confrontation finale. Le héros a traversé les aventures. Il a échoué, il a réussi, il a appris, il a grandi, et finalement tout ce qu'il a appris va se retrouver dans ce moment précis où il va jouer le tout pour le tout et essayer de gagner sa liberté et de triompher pour toujours sur son adversaire. Pour Tim Ferriss, bien sûr, triompher sur l'autorité, ça veut dire gagner son autonomie sur les plans financiers, sur le plan de son temps et sur le plan de la mobilité. Évidemment, prendre cette entreprise qui gagne déjà 40 000 € par mois et en plus gagner la liberté de son temps en travaillant que 1 heure tous les lundis matins et gagner la mobilité en étant capable de traverser l'Europe, c'est la victoire totale et absolue sur tous les plans. Septembre 2006. Je rentre aux États-Unis dans un état étrange, plutôt zen, après avoir méthodiquement détruit toutes les idées que j'avais sur ce qui peut et ne peut pas être fait. Vendre de la drogue pour le fun et la thune s'est transformé en leçon d'art de vivre. Le nouveau message est simple. J'ai vu la terre promise, et devinez quoi? On peut tout avoir. Cette scène, c'est l'épilogue. Le héros a triomphé, le méchant est mort et il va rentrer chez lui, transformé. Et voilà, ça c'est l'histoire que raconte Tim Ferriss dans la semaine de 4 heures. Mais qu'est-ce que vous pouvez apprendre de ça pour votre business? La première chose, c'est qu'il y a une raison pour laquelle tous les films hollywoodiens suivent la même structure, et la raison, c'est que cette structure fonctionne. Dans cette vidéo, je vous ai montré comment cette même structure s'applique à un message marketing, en l'occurrence une histoire personnelle. Pour résumer, vous avez un acte 1 qui présente la situation initiale dans laquelle un héros sympathique auquel on a envie de s'attacher va faire face à un méchant beaucoup plus puissant que lui et bien sûr avec des intentions maléfiques. Le méchant peut être une personne en chair et en os, mais en marketing, le plus souvent votre méchant ne sera pas une personne, mais un concept ou une idée. Par exemple, le méchant peut être la peur, la pauvreté, les kilos en trop, la solitude, c'est-à-dire le problème que votre prospect veut résoudre. À la fin de l'acte 1, on a un appel à l'aventure, un événement dramatique qui force le héros à quitter sa zone de confort et à prendre la décision une fois pour toutes de se confronter à son ennemi. C'est ce qu'il fait rentrer dans l'acte 2 que j'ai appelé la lutte vers le haut. Au cours de l'acte 2, le héros va faire face à des défis de plus en plus difficiles qui lui permettent de développer ses compétences, qui lui permettent de développer sa résistance à la douleur et qui lui permettent de développer sa confiance en soi. Tout ça bien sûr en préparation de l'acte 3 qui est la confrontation finale. Mais dès le début de l'acte 3, dès le début de cette bataille épique pour la survie, le héros va subir un revers majeur. Et là où il était plutôt en bonne confiance après la fin de l'acte 2, il va très rapidement descendre et se retrouver en difficulté et à se retrouver à lutter pour sa survie. Il y a un instant de désespoir où il touche le fond, où il a presque l'impression que tout est perdu et c'est à ce moment-là qu'il va avoir une idée folle pour retourner la situation. Et grâce à cette idée folle, il va pouvoir reprendre le dessus, gagner la bataille et détruire son adversaire une bonne fois pour toutes. La dernière partie de l'histoire, c'est l'épilogue, dans lequel le héros triomphant rentre chez lui transformé. C'est le « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». C'est une vision de la vie qui est possible une fois que vous avez détruit cet ennemi particulier. C'est une structure qui peut être utilisée pour raconter n'importe quelle histoire, que votre histoire dure quelques lignes, quelques pages, ou même 1h30 comme dans un film hollywoodien. Dans tous les cas, la structure est la même. À vous de trouver votre héros, votre méchant, et votre structure en 3 actes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si le storytelling vous intéresse, si la persuasion vous intéresse, si vous voulez devenir plus efficace pour vendre sur le web, j'ai un guide gratuit qui se trouve juste en dessous de moi. Et je pense que ce guide peut vous être très utile si vous avez un site web et que vous vendez sur le web et que vous voulez rendre ce site beaucoup plus efficace. À la semaine prochaine.